Sommes partis avec Bernard Lecourtois ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, magnifique. Bon, vous avez réussi relativement bien, Oui, vous je connecter. me suis fait aider. C'est pas évident, c'est pas évident. Bon, comment allez-vous tout d'abord pendant cette période un petit peu délicate? Est-ce que vous voulez que je parle plus fort ou est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. D'accord. Pour nous, la vie, je ne peux pas dire que la vie soit vraiment différente. De toute façon, on a une vie très au calme. Donc, on a eu une période un peu plus délicate, c'est quand la monte a cessé, au début du confinement. On a eu une dizaine de jours où on pouvait plus sortir, puis le vétérinaire venait plus, donc c'était un peu compliqué. On a arrêté la monte. Et puis, quand il y a eu cet agrément entre les trois sociétés mères et le ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse redémarrer la monte, les vétérinaires ont commencé à revenir à la maison faire le suivi gynécologique des juments et on a pu emmener les juments à la saillie. Alors, le protocole est assez strict. Il faut évidemment imprimer les autorisations avant de partir. On ne descend pas du camion. Si on est dans des maisons sérieuses, on ne descend pas du camion et ils prennent en charge la jument, ils vous la débarquent, l'embarquent, etc. Et on n'a pas de contact physique avec les gens. D'accord. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive seulement maintenant. Donc je rappelle qu'on est pour ce nouveau Jump Live avec vous, Bernard Lecourtois, propriétaire et fondateur du Haras de Brunemaille. Comment on pourrait vous définir éleveur, étalonnier, propriétaire de chevaux? C'est toutes ces casquettes-là finalement? Alors, je revendique les statuts d'éleveur. Euh, j'ai toujours dit que c'est difficile d'élever un bon cheval. L'acheter, il suffit d'avoir les moyens. Donc, quand j'étais propriétaire des chevaux, j'étais très fier d'être aussi le naisseur de mes chevaux. Euh, et quand un cheval, même quand on l'a vendu, quand on est naisseur d'un cheval, les gens quelquefois le comprennent pas bien, mais quand on a élevé un cheval, qu'on l'a fait naître, on en est en partie propriétaire toute sa vie. En tout cas, D'accord, on se oui. considère comme son propriétaire, même si on l'a vendu. Il y a une part dans le cœur qui fait que ce cheval reste à vous toute sa vie. D'accord, très bien. Bon, du coup, je vais prendre des questions au fur et à mesure et puis on va discuter comme ça. Je vais essayer de tenir quand même un fil chronologique. C'est vrai que vous représentez finalement à vous seul quand même toute une partie des dernières décennies équestres, en tout cas dans le jumping. Je ne sais pas si c'est Vous, un avantage. et je pense que je J'aimerais pense que avoir votre âge et tout recommencer. c'est dans la tête, c'est dans la tête. J'ai lu que jeune, vous étiez tellement féru d'élevage que vous en aviez créé un virtuel en imaginant des croisements fictifs. C'est quoi finalement? C'est un don, cette passion pour l'élevage? J'adorais, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré l'élevage, les croisements. J'avais des copains qui montaient à cheval avec moi. On apprenait des pages entières du studbook et on s'interrogeait, on se posait des cols, etc. Enfin, et c'est vrai que j'avais créé un espèce d'élevage virtuel. J'avais pris une jument qui existait évidemment, qui s'appelait Lacmé, qui était une fille de Foudroyant 2. Et à partir de là, j'avais inventé un élevage en faisant des croisements, etc. Enfin, je faisais des fiches. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Je faisais des fiches et je passais des heures le soir quand j'étais adolescent à regarder ces fiches techniques que j'inventais, ces croisements que j'inventais. Et puis finalement, vous avez quand même été cavalier, rédacteur en chef du média L'Éperon. Pas tout Alors, de suite à l'élevage du coup? je commençais à monter à cheval à 12 ans. J'ai commencé la compétition, je devais avoir 15-16 ans, après avoir eu le deuxième degré. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça, je crois, le galop 7. Et puis, j'ai eu mon premier cheval pour mon baccalauréat. Donc, et à ce moment-là, j'ai commencé la compétition. J'ai acheté une bonne jument chez les parents de Jacques Bonnet, puisque mes grands-parents avaient une propriété à côté de la forêt de Fontainebleau. Donc, j'allais monter à cheval chez la famille Bonnet. À l'époque, le cavalier chez eux, c'était Jean-Jacques Grangier, le père de Christophe. Et il m'a vendu une petite jument, parce que je suis très grand et la jument était vraiment pas grande, une demi-anglo-arabe. Et cette jument-là sautait très bien. Elle était très compliquée, mais elle sautait très bien. Moi, j'ai fait, à l'époque, on appelait ça des coupes, les B1. C'est des grands prix, 1m35, 1m40. Ça a été mon maximum.
Et la jument a fait les Grands Prix 1,50 m avec Jean-Jacques Grangier. Et ça a D'accord. été par la suite, l'année de mon service militaire, je l'ai mise à la reproduction et j'ai eu mon premier poulain cette année-là. Ok. Et donc, c'est là où la première pierre a été posée pour vous dans l'élevage? Alors en fait, j'avais un bréviaire, c'était l'éperon. À l'époque, il y avait un chroniqueur dans l'éperon qui avait qui avait un pseudonyme. Il se faisait appeler Armoricus. En fait, il s'appelait Gérard Guillotel, c'était un breton. Et il écrivait des articles sur les pur-sangs. Et alors, avec le recul, je me dis que c'était un peu de la masturbation intellectuelle parce qu'il remontait jusqu'au XVIIIe siècle pour expliquer la qualité des pur-sangs d'aujourd'hui. D'accord. Sur le plan génétique, ça n'a pas beaucoup de sens, mais je trouvais ça passionnant. Et, et l'année de mon service militaire, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais sur la base du Bourget, j'étais dans l'armée de l'air, et je gérais le foyer des soldats, dont la bibliothèque. Et je passais mes journées à la bibliothèque. Et j'ai commencé à écrire mes premiers articles à ce moment-là. Je me souviens, le premier, c'était sur un pur sang qui s'appelait Monceau. D'accord. Et puis j'avais écrit un autre sur deux pur sang qui étaient frères, qui s'appelaient deux étalons qui étaient fils du même pur sang, Fra Diavolo, c'était Nikio et Nankin. Et ça a été mes deux premiers articles. Et un jour, je faisais des concours universitaires, on appelle ça des CHU, je ne sais pas si ça existe toujours. Chaque université avait une équipe et on allait faire des compétitions internationales dans toute l'Europe. Et j'avais une de mes très bonnes amies qui était à Maison-Alfort et moi j'étais à la fac de droit à Assas. Et donc un jour, elle est tombée sur ces articles-là, elle les a mis dans une enveloppe et elle les a envoyés au rédacteur en chef de l'Éperon, François de la Sayette, qui a trouvé ça très bien, tout à fait dans l'esprit du journal, mais ça c'est évident puisque je m'en inspirais. Et on a pris rendez-vous et il est devenu mon mentor. Et j'ai commencé à travailler. Oui, c'était l'année après, je devais avoir 20 ans. Parce que j'ai fait mon service militaire après l'âge légal, je devais avoir 21 ans. J'ai dû commencer à travailler à l'éperon à 22 ans. D'accord. Et du coup, vous avez terminé rédacteur en chef de l'Éperon face à un dilemme qui allait vous amener aux États-Unis? Alors en fait, quelques années plus tard, c'était en 1981, j'ai proposé à l'UNIC, à l'époque, il y avait un grand bonhomme qui dirigeait la fédération, qui s'appelait Christian Legré, qui était à la fois président de la fédération et président de l'UNIC. Et il m'avait un peu en estime, il m'appelait le grand Sidi, et je le croisais souvent dans les locaux de l'UNIC, à côté de l'Étoile, où était le siège de l'Éperon à l'époque. Et un jour, je lui ai proposé d'aller faire un voyage d'études aux États-Unis de 6 mois pour étudier le marché américain, pour pouvoir voir si on pouvait organiser des ventes aux enchères aux États-Unis, ce qui ne se faisait pas. Et il m'a trouvé le financement avec le centre français du commerce extérieur. Et je suis parti 5 mois aux États-Unis, sur la côte Est, où j'ai passé 5 mois formidables. J'allais du mercredi au dimanche, j'allais sur les terrains de concours, sur toute la côte Est, où j'ai rencontré tous les professionnels américains. J'ai rencontré notamment Fred Lorimer Graham, qui était le propriétaire d'Almé à l'époque, et qui m'a proposé, il voulait créer, c'est un Américain qui vivait à moitié en France, moitié aux États-Unis, qui était passionné d'élevage, et il voulait créer l'association du sel français américain. Il m'a demandé si je voulais prendre le poste de directeur, et j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée. En France, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. J'avais essayé, par exemple, d'être juge à la SHF. Bon, c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 24 ans, 25 ans. Et la SHF, à l'époque, était dirigée par des militaires. Donc, on me regardait vraiment de haut en me disant qu'est-ce que c'est que ce petit civil qui veut rentrer comme ça à la SHF. Donc, j'avais été coopté à la SHF à l'époque. Et je faisais les jurys, mais je devais me tenir 4 mètres derrière les militaires. J'entendais pas leurs commentaires. Enfin, je trouvais que l'atmosphère me plaisait pas. Et aux États-Unis, j'avais eu l'impression d'avoir trouvé un pays à ma dimension. On donne la chance aux jeunes qui veulent réussir. Et donc, j'avais décidé de vendre les 2-3 chevaux que j'avais en France et de partir aux États-Unis faire ma vie. Et en fait, le destin a été différent puisque quand je suis rentré en France, après mon séjour aux États-Unis, je suis retourné voir François de la Sayette, le rédacteur en chef de l'Éperon, qui m'a dit mon petit bonhomme, on a vendu l'Éperon pendant votre départ, pendant votre absence, à la condition que vous acceptiez le poste de rédacteur en chef. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai dilemme. Je me suis demandé ce que j'allais faire parce que
ma vie, c'était deux voies très différentes et ma vie allait devenir différente en fonction de la voie que j'allais choisir. Mais j'étais tellement attaché à l'éperon et de me retrouver à la direction de ce journal que j'adorais. Je devais avoir 25 ans, 26 ans, je sais pas. J'ai trouvé l'idée quand même très attrayante. Et c'est vrai que le projet américain me faisait un peu peur parce que les Américains ne se sont jamais vraiment beaucoup intéressés à l'élevage du cheval de sport. Et je pense que d'ailleurs l'association du cheval français des États-Unis a toujours vivoté, ça a toujours été complexe à faire vivre. Alors peut-être que ça aurait été formidable si je m'en étais occupé, mais il se trouve que j'ai opté pour l'éperon. Voilà, et je suis resté en France et j'ai pris la direction de l'éperon. Je vois une question d'Agathe. Quel message on peut transmettre après toute votre expérience à une jeune passionnée de génétique? Alors, ça dépend ce qu'elle veut faire. Le lancement est vraiment compliqué. Comment pouvons-nous nous en sortir? C'est vrai qu'il y a une différence entre un éleveur passionné et peut-être à mi-temps et un éleveur à plein temps et qui en vit vraiment, non? Alors, moi, je dois vous avouer que je suis passé par plusieurs étapes. Je ne me suis pas installé éleveur comme ça du jour au lendemain, le bec enfariné. Il y a eu un certain nombre de circonstances qui ont fait que j'ai pu m'installer éleveur parce que je ne suis pas issu d'une famille d'éleveurs. Et aujourd'hui, évidemment, si vous avez des parents très fortunés et que vous considérez que vous faites de l'élevage en dilettant, même de façon professionnelle, mais si vous n'avez pas besoin de gagner votre vie avec l'élevage, évidemment, c'est assez facile. Mais c'est assez complexe. En fait, je vais revenir en arrière parce que j'ai vécu une expérience qui m'a fait vraiment faire des choix dans la vie. Évidemment, comme tous les adolescents, quand j'avais 16 ans, je voulais être cavalier professionnel. Mes parents y étaient opposés, évidemment, en disant qu'est-ce que c'est que ce métier, etc. C'est un peu comme si vous vouliez être artiste de cinéma ou musicien. Ça fait vraiment peur aux parents. Et donc, je suis allé rencontrer, avec mon grand-père, je suis allé rencontrer un cavalier qui s'appelait, son nom m'échappe, mais ça me reviendra, un cavalier professionnel de haut niveau. Évidemment, il était en retard au rendez-vous et pendant ce temps-là, sa femme nous a reçus et la première chose qu'elle a dit à mon grand-père, elle dit, vous savez, mon mari a une licence en droit et un diplôme d'expert comptable et si jamais il lui arrive quelque chose, qu'il ne peut plus monter à cheval, on ne sera pas à la rue. Et évidemment, mon grand-père avait pris sa décision. On est rentré en disant passe ton bac d'abord et un diplôme, et après tu monteras un cheval si ça t'amuse. Et donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait une première année de fac qui ne m'enthousiasmait pas beaucoup. Et ensuite, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour savoir si j'étais fait pour ce métier-là ou pas. Parce que si je n'avais pas fait ça, j'aurais eu des regrets toute ma vie en me disant peut-être que j'aurais pu être un grand cavalier, etc. Donc, je suis parti faire des stages. J'ai d'abord fait un stage chez un cavalier. Je suis allé chez deux professionnels de profils très différents. Alors, il y en a un, tout le monde le connaît, c'est Marcel Rosier. Il se trouve que Bois-le-Roi était à 20 km de la propriété de mes grands-parents, à côté de Fontainebleau. Donc, j'allais en Solex tous les jours chez Marcel. Et là, je me suis retrouvé chez un professionnel. Marcel n'était pas du sérail non plus. Il a commencé à monter à cheval très tard, mais il était hyper doué. C'est vraiment, c'est un autodidacte, mais très, 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 très doué. Et donc, il a fait très vite une très belle carrière de cavalier. Il a épousé la fille de son patron. Ça, sans doute, ça lui a donné un coup de pouce également sur le plan professionnel. Et en plus, c'est un type très chaleureux. Il va vers les gens, etc. Il a un caractère qui fait que tout le monde l'adore, Marcel Rosier. Et donc, c'est devenu, par la force des choses, non seulement un grand cavalier, mais aussi un très bon commerçant. Bon. Et je me suis rendu compte chez lui que je n'avais pas ces aptitudes au commerce. J'étais trop timide. J'étais quelqu'un de très réservé, très timide. Les gens prennent ça pour du snobisme ou beaucoup de gens considèrent que je suis froid. En fait, c'est de la timidité. Et donc, pour être marchand de chevaux, il faut taper sur le ventre des gens, il faut aller vers les gens, etc. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Ensuite, j'ai fait 6 mois chez quelqu'un que je pense que les gens qui regardent ici ne connaissent pas, qui s'appelait Philippe Jouy, qui avait un profil très différent. C'était un fils de bonne famille de la région de Limoges. Il habitait une très belle propriété, un très joli château avec 80 hectares ou 100 hectares, où il élevait des anglo-arabes. Et lui avait été un grand cavalier de concours, il était dans l'équipe de France.
C'est lui qui montait Nagir, notamment, que je ne sais pas si encore les gens se souviennent de Nagir, mais qui montait Stella, la mère de Lisco et de Quickstar. Voilà. Et là, j'ai vu la vie que pouvait mener quelqu'un qui est fortuné. Il était médecin, mais il n'a jamais eu besoin de travailler. Il avait les revenus de sa famille. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais deux possibilités. Soit j'étais très doué, très courageux, très bosseur, et je pouvais m'en sortir dans ce métier-là, même si c'est très difficile. Soit j'étais un fils à papa, très fortuné, et à ce moment-là, en achetant des très bons chevaux et en s'offrant les meilleurs coachs, on pouvait aussi réussir. C'est le système américain. Philippe Jouy, c'est un peu le système américain. Ses coachs s'appelaient George Morris, Nelson Pessoa, etc. Donc je me suis rendu compte au bout de cette année qu'il fallait que je retourne à la fac parce que je n'étais ni fortuné, ni super doué. Et que je ne serais jamais un grand cavalier de concours. Et ça, je pense que j'ai eu la clairvoyance de m'en rendre compte à 20 ans. Et ça m'a sûrement fait gagner du temps parce que je me serais trompé de voie si j'avais persisté dans cette voie-là. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'elle est un peu plus complète. Ça me fait penser aussi. Cette année sabbatique est quand même assez précieuse dans le sens où on peut se tester. Un an, c'est rien sur une vie. Et effectivement, c'est ce que vous essayez de transmettre. On peut aller Alors, se tester. Edouard, je le connais. Edouard, je le connais bien puisque Oui. j'avais des chevaux chez Patrice Delaveau, chez Bruno Coutureau et Sophie Pellissier et chez Patrice Delaveau. Et Edouard a fait ses premières armes avec Sophie Pellissier-Coutureau. Ensuite, il est allé travailler avec Eric Loradour, qui est un de mes amis, et après, il est allé chez Patrice. Donc, il venait d'avoir son bac, et il a eu son bac très très jeune. Donc, effectivement, lui aussi se posait la même question, de savoir s'il était suffisamment doué, mais il était, lui, vraiment doué, ce qui n'était pas mon cas. Oui, voilà. Bon, l'année sabbatique n'a fait que le confirmer Non, dans non, mais ses choix. je crois que vous avez raison. Un an dans une vie, c'est pas grand-chose et ça mérite, plutôt que de traîner sur les bancs d'une fac pendant un an sans rien faire, vaut mieux prendre une année sabbatique et savoir si on a les capacités du métier qu'on veut faire. Je vois une question de Lolita dont on pourrait débattre pendant des heures, mais je vais quand même vous la poser. Euh, on parlait tout à l'heure des années 70, 80, vos premiers chevaux, et vous êtes toujours là et bien implanté dans le milieu. Comment vous avez vu l'évolution et en Europe et aux États-Unis dans les chevaux de sport au fil de toutes ces années? Alors, moi, j'ai vécu ce que j'appelle un peu les 10 glorieuses, c'est-à-dire les années 85-95, où tout était facile. Et c'est la période où j'ai commencé. Donc, je pense aussi que les gens qui vont commencer, ceux qui ont commencé en 2010, juste après la crise de 2008, c'était sûrement un peu plus compliqué. Et ceux qui vont commencer en 2021, après la crise mondiale qu'on connaît en ce moment, ça va être extrêmement complexe. Donc, c'est sûr qu'il y a l'environnement compte énormément. Les circonstances économiques comptent énormément. Après, l'évolution du sport, je ne sais pas si c'est ça la question exactement, l'évolution du milieu. Des chevaux de Euh, sport. Pardon? Des chevaux de L'évolution des sport. chevaux. Oui. Alors, déjà, moi, je me souviens quand j'ai commencé à aller sur les grands concours internationaux, il y a 40 ans, peut-être un peu plus de 40 ans, vous arriviez sur un terrain, si vous voyiez un cheval entrer en piste, à son look, vous pouviez déterminer son origine, son pays d'origine. Les chevaux allemands, les chevaux irlandais, les Américains qui montaient que des pur sang, les chevaux de sport français, les selles français, c'était vraiment des chevaux qui étaient morphologiquement très différents, dans le look très différent. Et donc, vous arriviez à savoir si un cheval, quand il entrait en piste, de quelle nationalité il était. Le cavalier, c'est pareil. Quand vous voyez entrer à l'époque un cavalier allemand, un cavalier italien ou français, ou un cavalier américain ou un cavalier anglais, vous pouviez dire celui-là, il est de tel pays, rien qu'en le voyant monter à cheval. Aujourd'hui, tout ça, c'est homogénéisé. Les chevaux se ressemblent, ils ont tous les mêmes origines dans le monde entier, ils sont tous issus des mêmes lignées, que ce soit les Stubbock belges, hollandais, qui à l'époque étaient beaucoup moins connus qu'aujourd'hui, allemands, même entre les différents Stubbock allemands. À l'époque, les Hanovriens ne ressemblaient pas aux Holsteiner. Aujourd'hui, tout ça, ça se ressemble. Donc aujourd'hui, c'est difficile, quand vous voyez un cheval en piste, de savoir de quel pays il provient, à part son nom. Il y a des noms flamands qui ne trompent pas. Et les cavaliers, c'est pareil. Aujourd'hui, les cavaliers allemands ont une équitation beaucoup plus américanisée et les Américains ont une équitation plus européanisée.
Donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus homogènes. L'équitation est plus un tout qu'elle ne l'était autrefois. Ça suit finalement la société dans son ensemble avec l'ouverture La des frontières. mondialisation. Voilà. Euh, je, je vois une question de Raphaël à ce sujet qui dit avec la multitude des croisements entre studbooks, allons-nous pas vers une européanisation des chevaux de sport? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à, à travailler sur des critères identiques pour un studbook européen? Alors, parmi mes activités bénévoles, j'ai été pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, administrateur du Studbook Celle Français. Et j'ai été président pendant des années, plus d'une décennie, président des étalonniers français. Donc je me suis souvent posé cette question, parce que dans les premiers chevaux Celle Français issus de génétique étrangère, de pères étrangers, ça date de 1990. La première génération, c'était des C de 1990. À l'époque, il y avait 3 étalons, je crois, qui étaient autorisés à saillir des chevaux étrangers. Je me souviens, à l'époque, c'était les haras nationaux qui dirigeaient la commission du Studbook. Et ils avaient accepté Abdullah, qui avait gagné les Jeux Olympiques de Los Angeles, qui était un traquener, qui n'a pas eu une descendance exceptionnelle, mais qui était un petit cheval formidable. Ils avaient accepté un cheval de dressage, d'Honoral, qui a été un grand chef de race. Et le manager de Voltaire l'avait fait passer pour un cheval de dressage parce qu'il avait été refusé comme cheval d'obstacle. Voilà. Donc ça a été les 3 premiers étalons qui ont été approuvés. Après, c'est vrai que le sel français avait besoin d'être amélioré dans son équilibre, dans son look. On fabriquait un peu des chevaux qui étaient doués, qui étaient faciles, mais qui étaient un peu des chevaux avec des gros de ganache et des enfonceurs de pavés. Donc il fallait quand même, pour atteindre un marché international, améliorer un certain nombre de choses chez le sel français. Et pour gagner du temps, il fallait utiliser la génétique étrangère. Il y aurait eu plusieurs stratégies possibles. Faire par exemple comme les Holsteiner, qui ont toujours intégré du sel français et du pur sang dans leur studbook, mais ils choisissaient des étalons, ils les importaient et voyaient si c'était trompé ou pas. En France, on n'a pas voulu aller vers cette voie-là. À l'époque, le président du Studbook, c'était Philippe Curti. Il a voulu avoir une politique beaucoup plus libérale. Il a ouvert les vannes en grand. Et je pense que ça a été une erreur, en partant du principe que tout étalon approuvé dans un Studbook étranger pouvait être approuvé en France. S'il était approuvé par son Studbook d'origine, il pouvait être approuvé en France. Et là, on a vu pléthore d'étalons. Et là, il y a eu du pic et du carreau. Alors au début, les gens allaient... moi, je me souviens, j'ai lancé en France. J'étais un des premiers étalonniers français avec Arnaud Evin, qui à l'époque dirigeait une entreprise qui s'appelait PHI, avant le GFE. On a été les 2 premiers. Lui s'est orienté vers les étalons hollandais. Moi, je suis allé en Allemagne en 1850-1900. Était parti de croisement de juments autochtones des régions, donc qui étaient des juments demi-sang. Donc la notion de demi-sang anglo-arabe, elle a toujours existé. Et c'est vrai que c'est un studbook qui perdait des naissances chaque année parce que les éleveurs, quand il a commencé à avoir des étalons, la notion d'étalons performeurs, parce que ça aussi, historiquement, il faut le savoir, c'est que jusque dans les années 80, les étalons ne faisaient pas de compétition. On les sélectionnait au bout de la longe et ils faisaient la monte dans les haras nationaux. Dans les années 80, les premiers étalons, ça a été Almé, ça a été Laudanum, ça a été I Love You. Il y avait eu quelques rares exceptions d'étalons qui avaient sauté à 4 ans, mais genre Brûle Tout, qui était un cheval des haras nationaux, mais ça c'était bien avant et ce n'était pas vraiment des compétiteurs. Les vrais premiers compétiteurs, ça a été Almé, Laudanum, Galoubert, I Love You, Jalisco, etc. C'est ces générations-là. Hein. Et évidemment, les éleveurs d'anglo-arabes, ils ont voulu utiliser ces étalons-là. Et donc leur poulain sortait du studbook anglo-arabe, devenait celle français. Et évidemment, le nombre de naissances anglo-arabes s'est réduit comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de réouvrir le studbook. À mon avis, pas de façon très à droite, parce qu'ils ont intégré des chevaux qui n'ont rien à faire. Un Canturo ou un Calvaro anglo-arabe, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils auraient dû plutôt utiliser des chevaux qui étaient 7/8e pur sang ou avec au moins un demi-courant d'anglo-arabe pour essayer de maintenir un creuset de la race. Mais c'est très difficile, comme le sel français originel ou l'anglo-arabe, parce que c'est des tout petits effectifs. Et c'est très difficile, du coup, de sortir,
parce que c'est statistique. Plus vous faites de naissance, plus vous avez de chances de sortir des cracks. Et Oui. aujourd'hui, des cracks celles français originels, ben, on en voit plus beaucoup. Et des cracks purs anglo-arabes, on n'en voit quasiment plus du tout non plus. On voit que des hybrides. Donc, c'est assez compliqué. Bon, je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant qu'on est avec vous, Bernard Lecourtois, fondateur du Rat Brumail. On va parler un petit peu de vos chevaux. Euh, je sais que vous avez un lien plutôt fort avec Patrice Delaveau, qui a monté Kachina Mile, vice-championne du monde à Lexington en 2010, Ornella Mile, que le public a bien connu pour sa fougue, et bien d'autres. Pourquoi, pourquoi ce lien avec Patrice? Comment c'est venu? Pourquoi il Euh, a longtemps il, a représenté monté, cette couleur? il a monté mes chevaux pendant 16 ans. Donc, c'est quand même une tranche de vie. C'est le cavalier avec lequel j'ai travaillé le plus longtemps. En fait, le premier cheval que Patrice a monté pour moi, c'était Frascator, un fils de Jalisco, le petit frère d'Alligator Fontaine. Et ce cheval-là, j'avais une génération de F qui était exceptionnelle. Dans cette génération-là, j'avais eu un paladin adhésif qui s'appelait Fatépour, que j'avais vendu à Nationaux, qui c'était très bien. J'avais euh, Frascator Mai, qui était un Jalisco, avec une mère Dark Tiger. J'avais Fergar Mai, qui était un Laudanum Almé. Euh, J'en avais deux, trois autres comme ça, des F. J'avais une très bonne jument, une fille de Laudanum aussi que j'avais vendue à Yves Lemaire, qui sautait très bien. J'avais une très très bonne génération de F. Et les deux qui avaient le plus gros potentiel, et j'avais Fersen aussi, un Laudanum Almé qui a monté Gilles de Balanda en CSIO, qui était un très très bon cheval. Et il était castré. Et donc les deux entiers que j'avais gardés, c'était Frascator et Fergar. Et je les ai proposés à Eric Navet. Eric Navet a flashé tout de suite sur Fergar et il m'a rendu Frascator. Il n'a pas voulu le monter. Bon. Et puis, anecdote, donc le cheval, je le propose à Patrice quelques temps après. Patrice le prend et le garde. Et le cheval avait 7 ans. Et le cheval est qualifié pour la finale des 7 ans. Et Patrice allait monter à Calgary. Donc, il ne pouvait pas monter Frascator à la finale des 7 ans. Et donc, il demande à son copain Eric Navet si Eric peut le monter. Eric, je ne me souvenais absolument pas du cheval. Eric monte le cheval au pied levé. Il est deuxième du championnat des 7 ans derrière Flipperdale. Et donc, en sortant de piste, je vais le féliciter, le remercier, etc. Et je lui dis, tu ne te souviens pas du cheval, mais c'est le cheval que tu m'as rendu l'année dernière quand je te l'avais présenté en début d'année de 6 ans avec Fergar. Voilà, donc ça c'est l'anecdote. Et donc Patrice a démarré, on a démarré votre collaboration avec Frascator, qui a gagné la Coupe des Nations de Dublin, qui a été 5e du Grand Prix du CSIO de la Baule, qui a été un bon cheval. Mais à l'époque, il y avait d'autres Jalisco qui étaient plus à la mode que lui. C'était la même époque que de l'art du Murier, par exemple. Donc, il n'a pas fait une grande carrière d'étalon. Et Et ensuite, je lui ai confié Jaguar, quand le cheval avait 6 ans, et Kachina l'année suivante, à 6 ans. Il avait monté entre-temps Hogar, qui était un fils de Henning Love, qui était le demi-frère de Fergar, avec lequel il a été champion des 6 ans. Et après le cheval, je l'ai envoyé en Argentine, où il a tourné en CSIO. Pénélope Le Prévost l'a monté aussi. Elle a fait ses premiers grands prix à 1,50 m avec Hogar. Et ensuite, après, il y a eu Kachina et Ornella. Voilà. Il a monté Quarto également, qu'on avait vendu à Édouard Lévy, qui a été un des premiers chevaux de Grand Prix d'Édouard Lévy. exact. Et bon, vous avez vécu vos plus grandes heures de gloire en tant que propriétaire, pour le coup, de Lexington à la Baule et d'autres concours. Est-ce que ça, c'est une partie de votre activité qui vous manque? Est-ce que, parce qu'on a vu Katchar avec Édouard Lévy, qui est parti maintenant en Suède, est-ce que fournir un cavalier de l'équipe de France et suivre ses performances, c'est quelque chose qui vous manque? Alors, ce qui me manque, c'est effectivement un peu l'atmosphère, le stress des concours de haut niveau. C'est vrai que quand vous avez, c'est pas la même chose de regarder un concours quand vous êtes spectateur et quand vous êtes propriétaire. Il y a un stress, alors qui est un stress un peu positif, mais qui est quand même un stress énorme. Le stress, je trouve, encore plus grand quand c'est un étalon, parce qu'il y a un enjeu économique. Les gens n'ont pas tout à fait conscience de ça, mais si vous avez une jument ou un hong qui fait 4 points, on oublie, il fera sans faute le week-end d'après. Quand c'est un étalon qui fait 4 points, les gens se déchaînent sur Facebook. Les pauvres étalons, ils n'ont jamais le droit à l'erreur. Ils doivent être exceptionnels en permanence, tout le temps, etc. Donc, il y a un vrai stress quand on va en concours, mais c'est vrai que ce stress-là me manque. Et c'est vrai que j'ai plus l'occasion
d'aller dans ces grands concours. Il m'arrive d'aller encore à la Baule, même si j'ai pas de cheval qui court la Baule, parce que c'est le CSC Hauts-de-France, que c'est à 3 heures de chez moi. Mais c'est vrai que Rome me manque. Je suis allé je sais pas, 5-6 fois à Rome voir mes chevaux. J'adore ce concours. Aix-la-Chapelle, c'est extraordinaire. Et j'ai des souvenirs, les Jeux Olympiques de Hong Kong avec Jaguar, les championnats du monde de Lexington, les finales Coupe du Monde d'Ornella et de Kachina à Genève et Sertogenbosch. Tout ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Et c'est beaucoup plus fort parce que j'avais les chevaux que j'ai fait naître qui les sautaient plutôt que d'être un simple spectateur. Je vais remonter un peu dans les questions. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions plutôt techniques. On va prendre, il nous reste 20 bonnes minutes. Une question d'Emeric, qu'est-ce que vous pensez de l'inbreeding? Alors d'abord, pour les néophytes, je voudrais faire une distinction entre l'inbreeding, ce qu'on appelle communément l'inbreeding, et le line breeding. L'inbreeding, c'est pas un nom générique, c'est spécifique. L'inbreeding, en fait, c'est le croisement incestueux. C'est le croisement de la mère avec son fils, du père avec sa fille, du frère et de la sœur. Ça, c'est l'inbreeding. Quand vous avez dans le pédigré un étalon commun à la 3e ou 4e génération ou une poulinière commune à la 3e ou 4e génération, c'est du line breeding. C'est de la consanguinité plus espacée. Donc, autant l'inbreeding, si on fait de l'anthropomorphisme, l'inceste n'est absolument pas recommandable. Et autant le line breeding est vraiment intéressant. Et je l'utilise beaucoup en mode de sélection. Aujourd'hui, je recherche beaucoup le line breeding sur mes grandes poulinières. C'est beaucoup plus facile de faire du line breeding, de la consanguinité, sur des étalons, puisque les étalons saillissent beaucoup de juments et ont beaucoup de produits. Alors que les juments, en général, même si aujourd'hui, avec les transferts d'embryons et l'ICSI, des juments arrivent à faire 50 ou 60 poulains dans leur vie, celles qui portent leurs poulains elles-mêmes, elles font entre 10 et 15 poulains dans leur vie. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Elles ont une production beaucoup moins large et c'est beaucoup plus compliqué de faire du line breeding sur des grandes juments. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aujourd'hui, je fais du line breeding sur Kachina, sur sa mère Elvira, sur Adorette. J'aime beaucoup aussi dans un croisement, alors c'est là de faire de l'outcross, c'est-à-dire quand vous avez travaillé une ou deux générations en consanguinité, de prendre un étalon qui a un courant de sang totalement différent, ce qu'on appelle l'outcross, et ça donne un coup de fouet formidable. Et il y a des étalons spécifiques. Par exemple, j'ai utilisé, dans mon programme de sélection d'étalons, il y a des étalons que j'ai intégrés dans mon pool d'étalons parce qu'ils étaient justement totalement outcross. C'était le cas de Staccato, par exemple. C'est un cheval hanovrien avec un pédigré tout à fait inhabituel. Je pense que ça donne un coup de fouet génétiquement d'utiliser ce type d'étalons. Un cheval comme Utrilo Van de Heffink aussi, je pense, m'a fait progresser, m'a fait faire un bond en avant. J'en produis beaucoup qui sont vraiment bons parce que c'est le courant de sang de Corde la Bruyère que je n'avais pas du tout, associé au sang de Hornbreaker, qui étaient des courants de sang que je n'avais pas chez moi. Moi, j'avais travaillé principalement sur le sang de Laudanum et d'Almé. Donc, quand on travaille en consanguinité, il faut connaître les limites, il ne faut pas aller trop loin. Et après, il faut en sortir. Il faut savoir en sortir au bon moment, aller vers des étalons qui, eux, ont des courants de sang très différents. D'accord, très bien. Une question de Lolita, qu'est-ce que vous pensez de la multiplication des ventes aux enchères en ligne? Alors, jusqu'à cette année, j'étais un des associés FENS, je ne le suis plus, mais j'étais un des associés FENS. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis contre les ventes en ligne. Je pense que le risque, c'est leur multiplication. Il y en a de plus en plus et elles sont quasiment hebdomadaires. Donc, le problème, c'est est-ce qu'il va y avoir la clientèle en face? Jusqu'à présent, c'est vendre des embryons, notamment la vente d'embryons, qui était quelque chose qui est un phénomène de mode un peu en ce moment. Ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Il y en a beaucoup et il y a des acheteurs. Donc, il y a des gens qui adorent ce pari d'acheter des embryons. Bon. On vend du rêve, finalement, du marketing. On peut un peu du rêve. Après, si vous achetez un embryon transplanté, déjà, vous prenez beaucoup moins de risques. Si vous achetez un embryon congelé, là, vous prenez un gros risque parce que vous avez quasiment une chance sur deux que vous n'ayez pas de poulain. Donc, ça, est-ce que ça va durer? Ça, je suis incapable de vous le dire. Je ne lis pas dans le marc café. Pour l'instant, une chose est sûre, c'est que ça fonctionne bien, que ça marche bien, que les ventes même de poulains, des foals, des poulinières de 2 ans, 3 ans,
qui sont dans une gamme de prix intermédiaire se vendent encore très bien en ligne. Ça ne remplace pas les ventes d'élite où les chevaux où les chevaux se vendent extrêmement cher. Et là, je pense qu'il y a besoin d'un contact. Et les gens ont besoin de voir le cheval, etc. Enfin, c'est quand on mise 100 000 euros ou 200 000 euros dans un cheval, on va peut-être pas se contenter d'une vidéo d'une vidéo sur Internet. On va peut-être quand même envie d'aller le voir de plus près. Donc, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une place qui fonctionne très bien en Allemagne, en France, en Belgique, en Hollande, pour des ventes dans des espaces avec Fence a été le premier à organiser des dîners. Aujourd'hui, tout le monde a repris le relais. Des ventes un peu d'élite, de luxe, comme la vente The Ten aux États-Unis, où les chevaux se vendent plus d'1 million de dollars, etc. Bon. Donc, il y a de la place aussi pour ça. Une question de Sophie. Que pensez-vous du transfert d'embryon sur le mental des juments, le haras de Malray ayant déclaré que cela était néfaste pour les juments donneuses? Alors, il faut avoir. Alors, je ne suis pas gynécologue. Malgré tout, je pratique le transfert d'embryon. Enfin, je le fais pratiquer sur mes juments depuis de nombreuses années, puisque j'ai élevé. Alors, ça remonte aussi dans les années 90 pour l'acteur Jean Rochefort. Jean Rochefort a été le premier propriétaire d'un transfert d'embryon. Et ce poulain a été élevé chez moi. Donc, en France? En France, oui. C'était un U de la génération des U il y a plus de 22 ans. Donc, et donc, j'ai toujours été habitué à cette technique que j'ai utilisée. Ma première jument en transfert d'embryon s'appelle Embria et elle est née en 1992. Donc, j'ai fait mon premier transfert d'embryon en 1991. Alors, si vous le faites sur des poulinières, des juments qui ont un statut de poulinière, je ne suis pas sûr qu'il y ait un impact. Alors, il y a un impact physique peut-être, psychologique, je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas faire d'anthropomorphisme. Il est évident que le transfert d'embryon, la technique transfert d'embryon, c'est un avortement précoce. C'est-à-dire qu'on va forcer le col de la jument 7 à 8 jours après l'ovulation et l'insémination, et on va faire un lavage pour récolter les embryons, qui sont microscopiques puisqu'ils sont plus petits qu'une boule de champagne. Hein. C'est vraiment pas gros un embryon à ce stade-là. Donc effectivement, à partir du moment où on force le col, c'est pas anodin. Je ne suis pas sûr que ce soit invasif. La jument ne souffre pas. Pas de souci. Donc je vous disais, le transfert d'embryon, je pense que il y a des juments de concours qui le vivent pas très bien. Et des juments qui. Je me souviens à l'époque, j'avais des chevaux chez Patrick Martin et il avait une jument Quina des Bruyères. Il faisait un transfert d'embryon le vendredi après-midi. La jument sautait CSI 5 étoiles le samedi et le dimanche sans problème. La jument, ça la perturbait pas beaucoup. Kachina, quand on a fait des transferts, j'ai toujours évité de faire les transferts pendant la période de concours parce que ça la perturbait. Elle supportait pas. Elle avait une réaction très violente à l'injection de prostaglandine. Ça la mettait en colique, etc. Donc, on peut pas raisonner dans l'absolu. Chaque cas est différent. Mais globalement, les transferts se passent très bien et je pense que c'est moins invasif que la nouvelle technique de l'ICSI, qui là, à mon avis, est sans doute plus risquée et plus douloureuse pour les juments puisque ça se fait sous péridurale. Le transfert d'embryon, ça se fait par les voies naturelles et il n'y a pas on ne tranquillise pas la jument. Donc, si la jument était douloureuse, elle se défendrait. Et donc, le transfert d'embryon, j'assimilerais ça à une fouille gynécologique ou à une insémination. C'est pas le risque zéro, mais je ne pense pas que ce soit dangereux ni invasif pour la jument. D'accord. Une autre question de Lolita. Est-ce que vous achetez des juments pour l'élevage ou est-ce que ce sont seulement des juments que vous avez fait naître? Alors, je suis trop vieux pour démarrer de nouvelles lignées. Je suis plutôt dans une phase de réduction d'effectifs. Hein. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand je fais saillir une jument, je me demande si je serai encore vivant le jour où le poulain fera des grands prix. Donc, a priori, non, je ne redémarre pas. J'ai failli prendre une jument l'année dernière. On m'avait proposé une jument qui avait une très bonne origine. Et puis finalement, on ne s'est pas mis d'accord avec la propriétaire, donc je ne l'ai pas prise. Je ne dis pas que, oui, je ne reprendrai pas une jument comme ça, mais je ne redémarrerai pas une nouvelle sélection sur de nouvelles souches. Ça, c'est le travail que j'ai fait pendant il y a 30 ans, en fait. D'accord.
C'est vraiment un travail de base pour construire En durablement fait, un élevage qui je, marche. une souche, alors évidemment, on peut acheter très cher une jument très bien née, issue d'une grande performance ou d'une très bonne lignée, et on bénéficie du travail de nos prédécesseurs. De toute façon, quand on démarre toujours avec un capital génétique qui a été travaillé et sélectionné par d'autres. On n'invente rien. Notre travail, c'est de l'améliorer, c'est de le peaufiner. Et moi, il y a des juments que j'avais récupérées. J'ai eu souvent une bonne étoile dans ma vie, et une des bonnes étoiles, c'était la rencontre avec Colette Lefranc du Cornet, qui était une des meilleures éleveuses des années 80 en France. C'était l'éleveuse d'Electre et de Galoubet notamment. Et quand elle a arrêté l'élevage, elle m'a légué son élevage, on s'est associés. Et donc j'ai pu démarrer en 1986 quand je me suis installé à Boulmaille avec un potentiel de 10 juments que je n'ai pas eu à acheter. Et parmi ces juments, j'ai fait le tri, j'en ai gardé 3-4 dont j'ai encore les descendants, et notamment une de ces juments était une anglo-arabe qui s'appelait Historiette par Barigoul, qui était une jument très jolie, très bien née, très compliquée. Et il m'a fallu plusieurs générations pour améliorer notamment l'aptitude et le tempérament. Mais il se trouve que c'est la grand-mère de Kélémon Pépita et l'arrière-grand-mère d'Ornella. Donc, mais ça m'a pris, entre le moment où j'ai fait saillir Historiette pour la première fois et où Ornella est née, il s'est passé plus de 15 ans. D'accord. Donc la sélection, c'est un travail de longue haleine. D'accord. Je reviens juste sur la question d'avant. Pas mal de monde demande si vous pouvez détailler l'ICSI. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Alors, l'ICSI, c'est une technique qui a été mise au point par des Italiens il y a quelques années et qui se popularise. Maintenant, les Hollandais, les Belges, certains Français le font aussi. C'est récolte d'ovocytes sur une jument en anostrus, donc une jument pas en chaleur, donc ça se fait plutôt l'hiver. On récolte les ovocytes dans la jument. Ça se fait par les voies naturelles. C'est assez invasif. Et ça se fait sous péridurale pour pas que la jument bouge. Et ensuite, ces ovocytes récoltés, ils font en fait la fécondation in vitro avec un seul spermatozoïde qu'on inocule dans l'ovocyte, en espérant que ça donne naissance à un embryon. Cet embryon va être congelé de façon très précoce, puisque la congélation d'embryons, on a essayé de faire de la congélation d'embryons depuis longtemps sur des embryons récoltés à 7 jours. On n'arrive pas à congeler le noyau de l'embryon, il est trop volumineux et les embryons ne vivent pas. Alors qu'en faisant de l'ICSI, on congèle des embryons beaucoup plus petits, et à ce moment-là, on arrive à les congeler. Et à ce moment-là, on décongèle les embryons et on les transplante sur des mères porteuses. Donc, quand dans les ventes aux enchères, on vous vend des embryons congelés, on vous vend effectivement un petit embryon congelé, mais il n'est pas encore transplanté sur la porteuse. Donc, rien ne dit que la porteuse va le garder. Merci beaucoup. Une question de Chevel Stallion qui demande quels sont les jeunes étalons performeurs que vous recommandez actuellement? Les miens, en priorité. Oui. Et parce que mon boulot, c'est de promouvoir mes étalons. Donc, je fais saillir 80% de mes juments à mes jeunes étalons. Hein, en espérant qu'ils produisent aussi bien qu'ils sont bons eux-mêmes. Donc, dans les jeunes étalons, vous pouvez peut-être moi, j'utilise beaucoup. Baissez un tout petit peu le téléphone pour qu'on vous voit, peut-être. Voilà. J'utilise beaucoup d'Elstar et Katchar, qui sont mes deux jeunes étalons de pointe. Katchar il a ses premiers 4 ans là, qui sautent formidables, qui ont beaucoup de force. Les Delstar sont sublimement beaux. Il a fait un carton l'année dernière au championnat de France des foals. Ils sont tous très très beaux, quelle que soit la jument. Là, cette année, je donne sa chance à Shankar, qui est un kidam, qui se révèle un peu tardivement à 7 ans, mais qui est un très très bon cheval. Et puis j'ai un nouvel étalon qui va démarrer la monte le mois prochain, un poulain que j'avais acheté sous la mer, qui s'appelle Melissa Sydney, qui est un 3 ans, qui a été approuvé par le Sudbook AES. Voilà, donc j'aime beaucoup utiliser la jeune génétique. Après, il est vrai que j'utilise moins la jeune génétique des autres. Je les laisse lancer leurs propres étalons eux-mêmes. Mais dans ce que je vois à l'étranger, quelquefois, je vois des chevaux qui me plaisent beaucoup, qui ne sont pas approuvés par le Sudbook français. Donc, je ne m'embête pas à les utiliser. J'attendrai qu'ils soient plus vieux. Mais j'ai repéré 2-3 chevaux qui me plaisent bien. Après,
C'est vrai que si j'utilise la génétique extérieure, je vais utiliser des étalons qui sont à la mode pour pouvoir vendre les foals euh, ou éventuellement vendre des embryons. Euh, et donc, je vais plutôt aller vers des étalons comme Cornet, Casal, des choses comme ça, qui sont très commerciaux sur le plan international. Il y a quand même une clientèle qui est très, très friande de ces origines-là. Et autant qu'ils vont prendre le risque d'acheter cher un poulain de ces étalons-là et qui vont pas peut-être pas prendre le risque, sans doute à tort, d'investir dans le produit d'un jeune étalon avec une mère formidable. Ils regardent plutôt le nom du père ou du grand-père maternel sans se soucier trop des origines maternelles, des souches maternelles. Je vois une question à laquelle vous avez déjà répondu. J'en profite pour dire que ce sera en replay pendant 24 heures et qu'on enregistrera ensuite tout et qu'on mettra sur YouTube et IGTV. Une question d'Agathe, justement, que pensez-vous de Cornet Obolensky, ce fameux gris qui a performé avec Marco Kutscher et qui semble avoir un fort caractère, non? C'est ce qu'on entend très souvent. Alors moi je l'ai vu, il tournait en même temps que Jaguar, donc je l'ai vu aux Jeux Olympiques. Il y avait un double de bidet, il n'a jamais pu le franchir. Mais ça reste un étalon exceptionnel. C'est pas parce que lui-même avait un caractère de cochon. C'est un cheval qui avait des moyens hors normes, qui était un magnifique cheval, et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs étalons du monde. Donc on l'aime ou on l'aime pas, mais moi je l'ai utilisé plusieurs fois. Euh, j'ai eu des très jolis poulains. Après, je l'utilise peu parce que j'ai à la maison Utrilo Van de Heffing qui est issu du même croisement, Clinton Heartbreaker Randall Z. C'est pas la même souche maternelle, mais c'est le même croisement sur 3 générations. Ils sont un peu similaires. Et donc, j'utilise en priorité. Si j'ai besoin de ce courant de sang-là pour chez moi, je vais plutôt utiliser Utrilo que Cornetto Bolonski. Mais c'est vrai que si je veux vendre un foal, je vendrais beaucoup plus cher le foal de Cornetto Bolonski. Mais Utrilo est plus fertile que Cornet. Ça, vous soulevez un fait non négligeable. Il y a des contraintes économiques, il y a des réalités économiques. Comment on fait tourner un élevage? C'est en ayant plusieurs cordes à son arc Alors, comment moi, ça se passe? j'ai 3 ateliers à la maison. Ce qui fait tourner la boutique, c'est l'étalonnage. Je ne pourrais pas avoir le nombre de chevaux et l'élevage que j'ai si je n'avais pas été étalonnier, ça c'est clair. Euh, Même si ma passion réelle, c'est l'élevage. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hôtellerie, c'est-à-dire les juments en pension. Alors, quand j'ai démarré l'élevage, mes amis éleveurs de pur sang me disaient toujours, si tu veux pouvoir t'en sortir, il faut 20% de chevaux personnels et 80% de pensionnaires. Moi, j'ai toujours eu la proportion inverse. J'ai toujours eu 80% de chevaux à moi et 20% de pensionnaires. Et j'aurais aimé faire naître encore beaucoup plus de poulains que je n'en faisais naître. Mais parce que j'adore ça, j'adore faire les croisements, j'adore voir les poulains grandir, etc. Après, le problème, c'est quand ils arrivent à 3 ans, c'est le problème du commerce. Ça, je suis moins doué pour les commercialiser. Mais, euh, mais malgré tout, être, c'est très difficile de vivre uniquement de l'activité d'éleveur. Il faut soit être cavalier à côté, soit être fermier, avoir une exploitation agricole, soit avoir un club. Bon, moi, il se trouve que je suis à la fois étalonnier, éleveur, et que j'ai des jumeaux en pension. Et aujourd'hui, j'ai réduit mon effectif personnel de pratiquement 40% et je l'ai compensé par des pensionnaires. Donc aujourd'hui, je suis à peu près équilibré, presque autant de pensionnaires que de gens qui ont des chevaux en résidence à l'année, beaucoup d'étrangers, et puis autrement des gens qui habitent en ville et qui ont une poulinière, une ancienne jument de concours de leurs enfants et qui veulent faire un poulain par an ou un poulain tous les 2 ans. Et à ce moment-là, ça coûte moins cher de les mettre en pension quelque part plutôt que de se lancer dans une structure où on est corvéable à Bercy, où il faut se lever à 6 heures du matin pour s'occuper des chevaux et 365 jours par an. Là, les gens viennent les voir quand tout se passe bien au printemps. Et voilà. Au même titre qu'on voit de plus en plus d'écoles de groom se monter, par exemple, on en a parlé avec De Groom la semaine dernière. Est-ce qu'il faudrait professionnaliser la formation de l'élevage, apprendre à croiser, apprendre est-ce que vous faites de la transmission déjà de votre côté un peu individualisée et est-ce qu'il faudrait professionnaliser ce milieu pour en vivre peut-être un peu mieux?
Alors, je pense que si on le professionnalise, on va apprendre des techniques d'élevage. C'est-à-dire qu'on va apprendre le métier d'éleveur. C'est-à-dire comment nourrir un cheval, comment le vermifuger, comment le soigner, comment faire un poulinage, enfin, des choses très concrètes. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour le croisement. Il y a des gens qui font, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens plus doués que d'autres, comme dans la vie pour différentes disciplines. Il y a des gens qui ont plus l'instinct de croiser un animal avec un autre, qui vont savoir. Vous savez, je passe dans cette période normale de début d'activité d'année de monte, je passe beaucoup de temps au téléphone ou par Internet avec des éleveurs qui me posent des questions, qui me demandent souvent quel étalon choisir. Ils en aiment plusieurs et ils ne savent pas vers lequel se reporter. J'ai un poulinage là qui vient de commencer. Donc, c'est fait, c'est né. Vous devez, vous devez y aller? non. Elle est née, elle est née. Il vient de naître. Elle est née. C'est Stella, femelle. C'est qui? Estella, une femelle. Ah, d'accord. Alors, c'est une femelle. Pour ceux que ça intéresse, c'est une femelle d'une très bonne 6 ans que j'ai chez Grégoire Hercelin qui s'appelle Estella Maille, qui est une Utrilo avec une mère Quality Touch le Danom Almé. Et le père, c'est Armitage Boy. D'accord. Voilà. En fait, cette jument était destinée à Catchar l'année dernière en transfert d'embryon. Et les doses de Catchar n'étaient pas arrivées quand la jument était ovulante, alors qu'il y avait une dose destinée à une autre jument qui n'était pas prête, d'Armitage Boy. Et donc, j'ai pris ma décision au débeauté. Et voilà, donc c'est peut-être comme ça aussi qu'on fait des champions, quelquefois par hasard. J'invite les personnes qui avaient posé des questions précédemment à les reprendre parce que je ne les ai plus sous les yeux. On vous sait aussi assez proche du milieu du concours complet, en tout cas vous communiquez dessus. Quels étalons pour un bon cheval de concours complet? Question de Léa. Alors, j'ai toujours commencé. Le concours complet, ça a toujours été une discipline que j'ai adorée parce que j'ai commencé à monter en concours en complet avant de commencer, avant de faire du CSO. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, on pouvait faire du concours complet avec des chevaux médiocres et on ne pouvait pas en faire avec du CSO. Donc, c'était plus facile, plus accessible de faire du complet. Aujourd'hui, la discipline a tellement évolué que les chevaux médiocres n'ont plus leur place en concours complet. Il faut de très bons chevaux. Par nature, j'ai toujours adoré les chevaux de sang et j'ai toujours eu des étalons de pur sang. Enfin, pendant des années, j'ai eu des étalons de pur sang. Donc, j'ai toujours produit des chevaux polyvalents. J'ai eu le Danom, j'ai eu Ending Love. Le Danom a surtout produit en CSO, mais Ending Love a produit des chevaux olympiques dans les deux disciplines. Ils avaient la particularité tous les deux d'être des pur sang gagnants en Grand Prix. Et ça, j'ai toujours été assez radical là-dessus. Un beau pur sang de course ne m'intéresse pas s'il n'a pas prouvé son aptitude à laquelle on destine sa production. Donc, et ça, c'est la question que tout le monde devrait se poser quand on utilise un étalon. Il doit avoir les aptitudes à laquelle on destine la production du poulain. Et donc, j'ai toujours aimé les chevaux dans le sang. Donc, du coup, j'ai toujours eu des chevaux polyvalents. Jaguar, il est 7-8e pur sang. Il a fait une carrière en CSO. Il a fait les Jeux Olympiques en CSO. Mais il est deuxième ou troisième mondial depuis 3 ans en concours complet. Parce qu'il fait des chevaux avec de l'influx, de l'aptitude au saut, une très belle locomotion, un très bon caractère. Donc ça, c'est des notions très importantes dans le complet. J'ai Quaitizi, qui est un cheval pur CSO, avec une origine complètement CSO, mais qui produit, comme il fait des chevaux qui bougent très bien, qui sautent bien, qui sont très beaux et qui ont bon caractère. Et il a aussi une excellente production en concours complet. Il est 4e mondial, il est numéro 1 en France. Il vient damer le pion pour la première fois en 2019 à Jaguar, qui était leader depuis 10 ans. Et maintenant, l'année dernière, c'est lui qui est leader en France. Et il est 4e mondial juste derrière Jaguar. Donc j'ai 2 des meilleurs étalons du monde qui sont des chevaux de CSO et qui produisent très très bien dans les deux disciplines, puisque aussi bien Quaitizi que Jaguar produisent aussi des chevaux qui font du CSI 5 étoiles. Donc il faut choisir des étalons, je pense, plutôt des étalons de CSO près du sang, avec une bonne locomotion et un très bon caractère. Je pense que c'est les critères. Et à ce moment-là, si on a une jument qui a de l'influx, on peut produire des chevaux polyvalents. Et l'intérêt de faire des chevaux polyvalents, c'est qu'on a un panel plus large pour commercialiser son poulain. C'est-à-dire que quand vous mettez votre poulain à 3 ans sur le marché, eh bien, vous avez plus d'opportunités de le vendre s'il est apte à 2 disciplines que s'il est apte à une seule. C'est sûr. Question de Sophie, qu'est-ce que vous pensez du clonage? Alors là encore, je m'y suis intéressé parce que j'ai élevé le premier clone. J'ai eu
le clone d'E.T. a été élevé chez moi aussi. Hein. D'accord. Donc, je l'ai eu une année. Le pauvre cheval, il ressemblait pas à grand-chose. Et j'ai jamais été fan. Alors, je sais pas. Il y a un clone, il y a un cheval que j'ai adoré quand j'étais jeune, c'était James Twist. Mais je n'ai jamais utilisé les clones de James Twist parce que je trouve qu'ils ressemblent absolument pas. On dirait des poneys Connemara alors que le père était un magnifique pur sang. Donc, ça me laisse un peu sceptique parce que les clones ne ressemblent pas du tout à l'original. Le clone de Kidam, il n'a pas la même couleur, il n'a pas les mêmes balsanes, pas les mêmes marques blanches, etc. Bon, ça s'explique. Je ne vais pas rentrer dans un débat très technique parce que d'abord, je ne suis pas scientifique, mais déjà, ça me perturbe, le fait que le clone ne ressemble pas du tout à l'original. Et peut-être aussi que les clones, les chevaux clonés ont été mal choisis. Qui se souvient de E.T. aujourd'hui, quoi. Enfin, et faire un clone de Kidam de Revel alors que le cheval est mort à 30 ans et c'était déjà un des étalons les plus populaires du monde, est-ce qu'on a besoin de repartir pour 30 ans avec un clone? Ça, sur le plan, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Donc, je pense que la stratégie, ce n'est pas le clone que je remets en cause, c'est les stratégies commerciales que les gens ont appliquées. En revanche, je trouve que c'est plus intéressant peut-être pour les femelles. Ce qu'a fait Zangerschild, par exemple. Zangerschild a fait des clones étalons et des clones juments. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'en avais eu les moyens, j'aurais bien acheté un clone de Ratina. D'accord. Parce qu'on démarre une lignée femelle. Oui. Alors que les étalons, on peut se dire... si on clone un étalon qui est déjà connu, qui est déjà âgé, on n'a pas besoin. Il a déjà fait sa carrière pendant 30 ans. Et si on clone un hongre qui n'avait ni le physique, ni le mental pour être producteur, pourquoi en faire un étalon de façon artificielle? Ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mélos qui dit Catchar Mile est recommandé pour les juments plutôt légères, mais cette année, attends, un produit par la merde, vous avez. Je n'ai pas compris ta question, excuse-moi, je vais tout de suite passer sur notre élevage des vins ponts qui demande est-ce que vous êtes en lien avec des jeunes éleveurs qui vous sollicitent pour des conseils on vous voit de toute façon sur des salons étalons, on imagine que la porte est ouverte pour discuter. Ah non, mais tous les jours. Je suis tous les jours en contact avec des éleveurs par Messenger, par Facebook, par téléphone. Christopher qui me parle par-dessus la fenêtre. Non, je suis en contact permanent avec les éleveurs jeunes ou moins jeunes. Hein, mais non, je suis vraiment à l'écoute des gens et j'aime beaucoup ça. Ça revient à la première question que vous m'avez posée et je n'ai pas fini ma réponse. Ce que je dis toujours aux gens, avant de poser des questions sur les étalons, faites un vrai bilan, prenez du recul sur votre jument, faites un vrai bilan. Souvent, les gens m'appellent en me disant j'hésite entre tel et tel étalon, est-ce que vous pouvez me les décrire, me donner leurs défauts et leurs qualités? Mais je leur dis, avant de vous parler j'ai 20 étalons dans mon catalogue, je ne vais pas vous décrire les 20, on en a pour 3 jours. Donc, donnez-moi des informations sur vos juments, envoyez-moi des photos, si possible une vidéo à l'obstacle, une photo modèle, le pédigré. Toutes ces informations qui sont importantes. Dites-moi quelles sont ses failles, quels sont ses défauts, parce que le cheval parfait n'existe pas, et les chevaux ont tous des défauts. Quelles sont ses qualités? Est-ce que vous voulez compenser les défauts ou transcender les qualités? Tout ça, c'est des informations qui sont primordiales et que beaucoup d'éleveurs ne se posent pas. Et je suis quelquefois atterré de voir que à peu près 40% des gens qui me contactent n'ont jamais vu leur jument sauter. Comment voulez-vous choisir un étalon si vous n'avez jamais vu votre jument sauter, savoir si elle a une bonne technique, si elle saute jambe de bois, si elle a de la force dans le dos, si elle n'en a pas, si elle a de l'équilibre, si elle n'en a pas, etc. Tout ça, c'est des informations fondamentales pour faire son croisement. Pour ça, je dis toujours, c'est pas nécessaire qu'une jument ait sauté Grand Prix 1m40 pour être une bonne poulinière, mais il faut au moins l'avoir vue en liberté, l'avoir testée, l'avoir montée pour que vous connaissiez ses aptitudes et ses défauts et ses qualités pour choisir des étalons qui vont bien la croiser. Et ça, il n'y a rien de mieux que pour revenir à votre question sur l'enseignement de l'élevage, ça, c'est le boulot que doit faire l'éleveur chez lui. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Alors après, s'il veut effectivement s'améliorer, il peut faire des stages de jugement avec le Sud-Bruxelles français où on va leur apprendre ce que c'est qu'une bonne morphologie, ce que c'est qu'une bonne aptitude, une bonne locomotion, ce que c'est qu'un bon galop, etc. Ce que c'est qu'un bon cheval qui saute naturellement bien, parce qu'il faut se méfier
aussi quand même des chevaux surpréparés, on en voit quand même beaucoup. Donc tout ça, c'est des éléments importants qui font partie de l'éducation de l'éleveur. Et aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs sont des particuliers qui font un poulain par an ou voire un poulain dans la vie de leur jument et ils ne se posent pas toutes ces questions. Et ces questions-là sont fondamentales. Avant de choisir un étalon, il faut avoir du recul sur sa jument et bien savoir ce que… Et souvent, je dis, même si vous avez acheté une jument qui était une poulinière, qui était pleine, même si elle a 12, 13 ans, 14 ans, l'année où elle est vide, mettez-la 2, 3 fois dans un rond d'obstacles, ça va vous donner, vous ne faites pas sauter 1,50 m, faites-lui sauter 1 mètre, 1,10 m, progressivement. Et vous allez apprendre à connaître votre jument, à savoir quels sont ses défauts et ses qualités, et vous allez beaucoup mieux la croiser après. Question de Khalif qui demande justement qu'est-ce que vous pensez du fait de reprendre le travail pour une jument qui vient de pouliner? Est-ce qu'on peut alterner compétition, poulinage, compétition? Alors, notamment moi, personnellement, je n'aime pas faire saillir les 2 ans. Je trouve que les pouliches sont trop jeunes, elles sont en pleine croissance. Je sais que des éleveurs le font. Si vous avez une très bonne jument, je pense qu'elle mérite un transfert d'embryon. Il vaut mieux faire un transfert d'embryon sur une 2 ans que lui faire porter le poulain. Bon. Et ça, c'est pareil. Moi, je ne prends pas le risque sur mes 2 ans, très bonnes, de leur faire porter un poulain, même si d'autres le font. Et même maintenant, j'ai eu un peu de déboire avec des pouliches de 3 ans que j'ai fait saillir. Qui avait énormément de qualité à 3 ans en liberté et que je n'ai pas retrouvé aussi bonne à 5 ans quand on a commencé à monter dessus. Parce que je pense que la gestation leur avait quand même un peu fusillé le dos. Donc ça dépend aussi de la morphologie de votre jument. Si vous avez une grande jument un peu longue, pas très forte dans le dos, il vaut mieux éviter de lui faire porter un poulain à 3 ans. Il vaut mieux à ce moment-là faire un transfert d'embryon. Je sais que les transferts d'embryon sont très chers. J'en fais quelques-uns tous les ans et j'en fais pas autant que je voudrais parce que économiquement je peux pas me le permettre. Mais c'est vrai que aujourd'hui la raison voudrait qu'il vaudrait mieux faire des transferts d'embryon sur les jeunes très très bonnes pouliches. Une question de Nolwenn justement par rapport aux juments porteuses qui sont du fait d'un transfert d'embryon. Quelle importance donnez-vous à cette jument et si j'ai bien compris sa question, sur quoi il faut être vigilant quand on a une jument porteuse pour un transfert d'embryon? Qu'on soit bien clair, autant dans le clone, je suis un peu sceptique sur la méthode du clonage parce que je pense qu'il y a une interaction avec la matrice qui est utilisée, les cellules de la matrice qui est utilisée pour fabriquer le clone. Autant en transfert d'embryon, il n'y a aucun lien génétique de la porteuse. Ce n'est qu'un réceptacle extrêmement important, mais ce n'est qu'un réceptacle. Après, elle a une importance fondamentale. Souvent, vous savez, quand les gens disent la jument, c'est 70% du potentiel du poulain. Non, génétiquement, c'est 50-50. Mais c'est vrai que la jument qui élève le poulain a une importance une importance fondamentale. Si la jument est une bonne laitière, si elle a un bon caractère, si elle élève bien son poulain, c'est des atouts, ça, très très importants sur l'avenir du poulain. Un poulain qui est souffreteux parce qu'il a une mère qui est mauvaise laitière, il démarre mal dans la vie. Le poulain qui a une mère qui est un peu cinglée, un peu hystérique, ou qui n'aime pas les autres, qui va toujours vivre à l'écart, votre poulain va vivre aussi lui à l'écart et va être stressé comme sa mère. Donc la mère quelle qu'elle soit, que ce soit la mère génétique ou la mère porteuse, son tempérament a une grande importance. C'est pour ça que le fait d'utiliser beaucoup de trotteuses fait que ces juments-là, elles sont plutôt assez faciles à manipuler, elles sont rustiques, sont souvent des bonnes laitières, elles poulinent facilement. Et j'ai eu une très mauvaise expérience parce que au début des transferts d'embryons, les haras nationaux incitaient beaucoup les gens à utiliser les juments de trait pour faire des mères porteuses. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ne jamais utiliser de juments lourdes pour faire des mères porteuses. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous utilisez une percheronne. Elle fait 700 kg ou 800 kg. Elle a un utérus où le poulain peut se développer à loisir. Donc, vous allez avoir un poulain qui va naître surdimensionné. Elle pisse du lait pour élever 3 poulains de sel. Donc, votre poulain, il va être gonflé comme une baudruche, surnourri. Et donc, vous allez avoir des problèmes d'ostéochondrose. Parce que votre poulain, il va avoir une croissance artificielle extrêmement brutale dès le départ. Et le jour où vous allez le sevrer, il va se dégonfler. Et vous allez voir, j'ai eu l'expérience une fois.
La pauvre pouliche, quand j'ai fait les radios, c'était une catastrophe. Et c'était pas génétique. Tous ses frères et sœurs étaient sains. Il y a qu'elle qui a eu ce problème-là parce qu'elle a été élevée par une jument de trait qui l'a beaucoup trop nourrie. Et le problème aussi, c'est que la jument de trait, elle était très placide. Autant les trotteuses partent au grand trot dans l'herbage, etc. Les poulains sont toniques derrière leur mère. La jument de trait, elle bougeait pas. Vous l'auriez mis à un piquet, elle mangeait l'herbe autour du piquet. Enfin, et la pouliche, elle était très, très mollassonne, trop grosse. Donc je pense que sur le plan physique, c'est une très mauvaise chose, et sur le plan du tempérament, c'est une mauvaise chose aussi. Parce que c'est vrai que la porteuse a une grande influence sur la lactation du poulain et sur son éducation. D'accord, merci, très complet. Une question de Calice qui fait le constat que on rêve beaucoup justement de mettre un cornet Obolensky sur notre jument et comme vous le disiez, avant de penser à ce que la jument a vraiment besoin finalement. Mais est-ce que ça augmente les chances d'avoir la chance d'avoir un crack au final? Alors, il y a quelques années, les gens choisissaient les talons qu'ils voyaient sur Equidia le dimanche soir, le cheval qui gagnait le Grand Prix du dimanche. Bon. Effectivement, c'est valorisant quand on voit un cheval sauter. Il y a plusieurs choses. Quand vous voyez un cheval gagner un Grand Prix 5 étoiles, ça fait déjà 6 à 8 ans qu'il est monté par un cavalier de haut niveau. Il l'a façonné. Ce n'est pas le cheval tel qu'il est à l'état naturel. Il l'a amélioré, forcément. Bon. Donc moi, quand je vois un cheval gagner un Grand Prix 5 étoiles, s'il me fait envie, je rentre chez moi et je vais sur mon ordinateur et je cherche des vidéos du cheval quand il avait 4 et 5 ans, pour voir comment il était avant qu'il ait l'empreinte du cavalier. Et là, vous vous apercevez que peut-être qu'il avait déjà cette technique formidable que vous lui voyez à 10 ans, mais peut-être qu'il ne l'avait pas du tout. Peut-être que cette technique, elle a été fabriquée. Ce passage de dos exceptionnel que vous trouvez époustouflant, peut-être qu'il n'est dû uniquement qu'au guet postérieur. Et que le cheval lui-même, si vous lui enlevez le guet postérieur, il n'a plus du tout ce passage de dos époustouflant. Donc ça veut dire que ces produits ne l'auront pas. Hein. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants à savoir. Donc je me souviens plus de la question initiale. Du fait de est-ce qu'on doit être tenté par des étalons stars Alors d'abord, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser. Les gens souvent me disent « Oh, j'ai envie de tel étalon pour ma jument ». Non, ça c'est une mauvaise question. Il faut se poser la question de savoir si l'étalon dont vous avez envie pour votre jument correspond à votre jument, va l'améliorer. Hein. Alors, après, si vous faites du croisement sur le papier, vous utilisez un étalon très à la mode, très cher, Casal, Cornet, Fort Pleasure, enfin, je sais pas, des choses comme ça, Chaco Blue, si vous avez 40 000 € à mettre dans une paillette. Et donc, et vous allez vendre l'embryon. Là, vous faites du commerce, vous ne faites pas de l'élevage. Hein. Vous faites un acte commercial. Peu importe si le poulain est beau, bon, vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est gagner de l'argent à court terme. Donc ça, c'est un acte, moi je considère que c'est un acte commercial, ce n'est pas un acte d'élevage. Après, vous pouvez aussi utiliser un de ces étalons-là parce que vous considérez qu'il va apporter quelque chose à votre jument, soit pour en faire un cheval de sport, soit pour garder la pouliche pour faire de l'élevage. Je pense que maintenant, les filles de Cornette sont sûrement très intéressantes, les filles de Casal sont très intéressantes à l'élevage. Hein. Donc, ça dépend de vos objectifs. Il faut d'abord savoir quels sont vos objectifs avant d'utiliser ces étalons. Et pour rebondir sur ce que vous disiez avant, finalement, quand on veut mettre un étalon sur notre jument, on doit regarder ses qualités intrinsèques et donc regarder des vidéos dès son plus jeune âge que le... Oh, on vous a perdu. Je n'ai plus Bernard de mon côté. Vous avez la bouche en cul de poule, là, ça s'est arrêté. Ça marche, là, c'est bon. C'est bon. Oui. J'ai pas entendu la question. Ce que vous disiez juste avant, c'est que quand on cherche un étalon pour une jument, on doit regarder sa qualité intrinsèque et donc regarder des vidéos de lui quand il était très jeune, que ce qu'on voit à la télé ou même sur les terrains de concours, il y a eu trop de façonnage pour se dire mon poulain, il aura ces qualités-là. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'artifices dans le sport de haut niveau. Je ne suis pas un fanatique des guettes postérieures parce que effectivement, ça a transformé le sport et que tous les cavaliers, tous les chevaux
ont droit de porter des guêtres postérieures. Le problème, c'est que vous avez transformé complètement la technique de saut des chevaux et qu'on ne sait plus aujourd'hui. Alors, si tous les chevaux étaient castrés, si tous les chevaux, s'il n'y avait pas de reproduction en jeu, ce ne serait pas d'incidence. Tous les chevaux sont à égalité puisqu'ils ont tous le droit d'avoir des guêtres postérieures. Le problème aujourd'hui, c'est que une partie de ces chevaux de Grand Prix sont des reproducteurs et on ne sait pas la différence entre l'inné et l'acquis. Et quand vous utilisez un étalon, il faut absolument savoir c'est l'inné qui vous intéresse parce que c'est ça qui va transmettre. C'est pas l'acquis. Dire la performance faite avec Marcus Henning, vous n'avez pas le génome de Marcus Henning dans la paillette, hein, vous avez que le génome du cheval. Donc ça c'est extrêmement important de savoir comment étaient les chevaux quand ils étaient jeunes. Donc moi je donne une grande importance à avoir connu les étalons ou avoir la possibilité de voir comment étaient les étalons avant qu'ils soient façonnés par le cavalier et par les techniques d'amélioration des chevaux à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on n'entend jamais ce discours-là, j'imagine par souci commercial, mais c'est vrai qu'on devrait tous penser comme ça finalement. Il y a des étalons, je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas me faire plus d'ennemis que je n'en ai, mais il y a des étalons très connus. Quand les premiers produits sont apparus en France, les cavaliers se sont mis à les vomir en disant mais c'est pas possible, ils passent pas les postérieurs, ils mettent le cul dessous, etc. Et puis à l'âge de 7 ans, ces chevaux-là ont eu droit aux guêtres postérieures, ça a complètement transformé leur technique de saut, et tout le monde a oublié, et tout le monde s'est jeté sur ce cheval-là qui s'est mis à faire 1000 juments par an. Et les gens avaient complètement oublié que sans les guêtres postérieures, sa production ne sautait pas du tout de la même manière, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un des éléments à prendre en considération. Il ne faut pas se fier uniquement à ce qu'on voit quand un cheval est adulte, il faut rechercher à voir comment il était à l'état naturel. Alors c'est vrai que l'état naturel, il y a aussi des chevaux de 3 ans, on voit des vidéos sur Facebook de 3 ans qui sautent de façon un peu excentrique, et on ne sait pas, il y a de temps en temps des chevaux moi j'ai eu des chevaux au Kachina, à 3 ans, je ne pouvais pas lui faire sauter en liberté plus d'1,20 m, parce qu'elle sautait naturellement à 1,60 m, cul par-dessus tête, et qu'elle tombait à la réception sur les genoux tellement elle sautait haut. Et elle n'a jamais, en sautant 40 cm. Et donc, cette jument-là, je ne l'ai jamais fait sauter en liberté parce qu'elle était extravagante. Et je l'aurais montré au public en liberté, on m'aurait dit que je la barrais, que j'utilisais des artifices pour la faire sauter comme ça. Alors que je jure sur la tête des enfants que je n'ai pas que je ne l'ai jamais fait. Donc, il y a des chevaux chez qui c'est naturel, ils sont très rares. Et il y a des chevaux chez qui c'est très artificiel. Et on voit ça dès l'âge de 2 ans ou 3 ans. Donc, il faut être prudent. Donc, quand on voit des chevaux comme ça. Après, je pense que les guêtres postérieures peuvent avoir un rôle éducatif à la maison. Vous mettez les guêtres postérieures à un poulain de 2 et 3 ans, une fois qu'il a déjà un peu d'expérience, vous allez lui apprendre à ouvrir le dos, à déployer les postérieurs. Ça fait partie d'une pédagogie. Mais si ça devient systématique et que le cheval ne sait plus sauter qu'avec ça, alors là, ça devient un artifice épouvantable. Question d'Alice, est-ce qu'il y a un âge maximum pour faire pouliner une jument? Alors, un constat que j'ai fait depuis quelques années, c'est que on voit de plus en plus d'éleveurs qui font saillir des très vieilles juments. Notamment dans les salons des étalons, chaque année, je discute avec beaucoup de gens qui me disent « j'ai une jument qui a 17 ans, 18 ans et je voudrais lui faire un poulain ». Ma première question, alors c'est peut-être pas très adroit de ma part, mais je leur dis « écoutez, imaginez une femme de 60 ans qui veut avoir son premier gosse ». C'est exactement ça. Oui, alors c'est vrai qu'avec l'ICSI, aujourd'hui, on y arrive, même chez les humains. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, si vous faites saillir votre jument à 18 ans, rien ne dit d'abord qu'elle va remplir, parce qu'elle est quand même elle est âgée, et elle aura son poulain à 19 ans, voire 20 ans. Un premier poulain à 20 ans, c'est des problèmes de gestation. Vous avez de fortes chances d'avoir une résorption embryonnaire. C'est plus compliqué de mener à terme ce type de gestation sur des juments âgés. Le poulinage risque d'être difficile et vous risquez d'avoir un petit avorton en plus. Donc, j'ai eu le cas de juments de propriétaires qui sont arrivés chez moi pour pouliner, des juments de 20 ans qui faisaient leur premier poulain. C'était très compliqué. Donc, c'est sûr qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, on revient toujours au même principe, c'est un problème économique. Vous avez une jument de 17, 18 ans, 20 ans qui n'a jamais eu de poulain, faites plutôt un transfert d'embryon et faites porter le poulain par une jeune porteuse de 5-6 ans, ça se passera beaucoup mieux. Et votre jument sera mère, mais elle sera mère par procuration et vous ne risquerez pas de perdre le poulain et de perdre la jument.
Je pense que 15 ans, 15-16 ans, c'est un peu l'âge limite pour faire salir une jument pour la première fois. Après, une jument qui a fait son poulain, maintenant, on peut trouver, il y a des juments qui ont fait du concours, qui ont fait leur premier poulain à 4 ans ou à 5 ans, qui ont fait de la compétition pendant 10 ou 12 ans et qui reviennent à l'élevage. Là, on a moins de risques avec une jument plus âgée si elle a déjà fait un poulain quand elle était jeune. Mais une médène, c'est-à-dire une jument qui n'a jamais reproduit, de 18 ans, c'est quand même très risqué. Je conseille fortement le transfert d'embryon. Question de Benoît, assez précise et individuelle, mais je souhaite acquérir une première poulinière de CSO. Où et comment trouver une bonne poulinière et quel budget minimum prévoir pour une jument entre 9 et 14 ans? Merci, monsieur le Courtois. Alors, je suppose que l'intérêt d'acheter une poulinière en tant que telle, c'est parce qu'elle est pleine. Parce que ça vous fait avoir un poulain dès la première année, dès l'année de son acquisition. Les éleveurs qui vont vendre, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. L'éleveur qui va vendre une poulinière pleine, soit parce que dans le pire des cas, c'est parce qu'elle n'a pas donné satisfaction en tant que reproductrice, et à ce moment-là, il veut s'en débarrasser, donc a priori, elle ne doit pas coûter très cher. Soit c'est un éleveur qui veut, moi c'est souvent mon cas, j'ai des juments qui m'ont déjà fait 3-4 pouliches, et je préfère à ce moment-là, comme je ne peux pas garder tout le monde, il faut que je me suis fixé un maximum de 16 à 20 poulinières. Si je veux faire saillir la fille, il faut que je vende la mère. Donc à ce moment-là, il m'arrive, moi, de mettre sur le marché des juments qui ont entre 12 et 15 ans, dont je garde des filles. Et si je veux mettre les filles à la production, il faut que je cède les mères. J'ai une théorie. Alors, je considère qu'une jument pleine, en fonction de son âge et de la notoriété de l'étalon dont elle est pleine, vaut entre 1 fois et 3 fois le prix commercial du poulain à naître. Donc, si par exemple, vous avez une jument de 15 ans, ou peu importe l'âge de la jument d'ailleurs, vous avez une jument qui est pleine de Cornetto Bolonski, une jument très bien née, pleine de Cornetto Bolonski, et que vous estimez que le poulain sur le marché, une fois né, vaudra 15 000 euros, si votre jument est très jeune, votre jument vaut 2 fois le prix du poulain. Si votre jument est âgée, si elle a 15-16 ans, on peut considérer que la jument vaut 1 fois et demi le prix du poulain, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et si vous achetez une jument pleine d'un jeune étalon, et que vous considérez que le poulain vaut 6 ou 7 000 euros quand il sera né, eh bien, si votre jument est jeune, on peut considérer qu'elle vaut 3 fois le prix du poulain, donc elle vaut entre 15 et 20 000 euros. Et si c'est une jument âgée, à ce moment-là, elle vaut moins cher. Elle vaut 1 fois et demi le prix du poulain, elle vaut entre 8 et 10-12 000 euros. Quoi. D'accord. Voilà. C'est un peu comme ça que moi, en fait, c'est le système que j'applique quand je commercialise des juments pour estimer leur valeur commerciale. Ok, très bien. Question d'Alice, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les poneys, on voit peut-être de plus en plus d'étalons poneys sur des catalogues. Est-ce que le croisement poney-cheval déjà est pertinent et est-ce que être éleveur poney et chevaux, c'est aussi un bon duo? Alors, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Mais je suis en contact quand même avec des éleveurs de poneys parce que j'ai certains étalons qui attirent beaucoup la clientèle poney. Les étalons pour lesquels j'ai vendu des saillies de poney, c'est principalement Iowa, Quaitizi et Ulmar Maille, qui sont des chevaux assez compacts dans leur modèle, avec un très bon look. Bon, Ulmar est grand, mais les deux autres sont de taille moyenne, taille moyen-petit. Donc, si on utilise une poney de D, ça sera un petit cheval, vous serez hors norme au niveau de la taille. Mais si vous utilisez une poney de C, vous serez pratiquement à coup sûr dans la taille, quelle que soit la taille de l'étalon. Et il y a une mode à l'heure actuelle, c'est Pony Planet qui s'est spécialisé dans les étalons qui sont des croisements des meilleurs étalons du marché du cheval de sport, croisés avec des ponnettes. Après, est-ce que ces chevaux-là sont suffisamment simples à utiliser pour les enfants? Ça, c'est la question qu'on peut se poser.
On voit quelquefois des vidéos de poneys qui sautent de façon époustouflante. Est-ce que s'il y avait un gamin dessus, le gamin pourrait tenir dessus? Ça, c'est un autre problème. Parce qu'ils prennent le caractère du cheval qui est différent des poneys? Ils ont une locomotion de petits chevaux, plus que de poneys. Donc, les contrats de foulée ne sont pas les mêmes. Alors, si c'est pour faire des poneys de Grand Prix qui vont sauter 1m40, 1m45, effectivement, il vaut mieux qu'ils aient une locomotion de cheval et l'aptitude d'un cheval. Mais si c'est pour trimballer des gamins dans des épreuves à 80 cm ou 1 mètre, je ne suis pas sûr que ces poneys-là soient adaptés. Alors, c'est comme partout, comme pour tout, les gens rêvent toujours de faire le cheval de Grand Prix, que ce soit des poneys ou que ce soit des chevaux de CSO. Les gens rêvent de faire le cheval de Grand Prix, mais le cheval de Grand Prix, ou en tout cas le cheval qui fait les épreuves à 1m50 ou plus, c'est 1% de la population. Donc, question de Calice, on va prendre la dernière question, ça fait déjà une bonne heure et demie, après on va vous laisser tranquille. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la mère apporte plus au poulain que le père? Alors ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur le plan génétique, c'est 50-50, vous ne pouvez pas penser autrement. Hein. Ils ont 50% du potentiel du père et de la mère. Après, vous allez faire trois poulains différents, c'est comme les gamins, ils ne se ressembleront pas, vous en aurez un bai et un alezan, ils n'auront pas les mêmes aptitudes, etc. Donc, la jument, ce qu'elle apporte en plus, c'est des choses environnementales. Sa lactation, son caractère, c'est ce dont on parlait tout à l'heure pour les mères porteuses. C'est la même chose pour la mère génétique. Si elle porte son poulain et qu'elle a un caractère de cochon, qu'elle est caractérielle, etc., vous retrouverez ça dans le poulain. Le poulain deviendra émotif, aura peur de l'homme, etc. Il faudra faire un travail d'approche du poulain beaucoup plus proche. Hein. Vous donner un exemple, pour vous donner un exemple sur l'influence de la mère. Quand vous avez une jument qui porte son poulain, votre jument, elle va être saillie, donc votre poulain va être manipulé, il va rentrer dans la barre gynéco, ou alors il va monter dans le camion tout petit pour aller au centre d'insémination, etc. Donc, comme tous les éleveurs, je suppose, vous mettez un licol à 48 heures et vous leur apprenez à marcher en main tout de suite. Nous, on leur apprend à marcher à l'anglaise, c'est-à-dire les premiers jours, on tient pas le licol, on leur met juste la main autour de l'encolure et puis avec une de nos jambes, on le stimule pour qu'il avance avec la mère en liberté à côté. Et puis après, une fois que le poulain est habitué, il marche au licol, tenu en main à la longe à côté de sa mère. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Si vous avez un poulain qui naît de transfert d'embryon, la mère, elle n'est pas saillie puisque c'est une mère porteuse. Votre poulain va être beaucoup moins manipulé. La jument n'a pas besoin de retourner à la saillie, n'a pas besoin d'aller tous les 2 jours dans la barre gynéco, etc. Donc ces poulains-là, ils sont plus sauvages que les poulains de mères qui vont être saillies parce qu'on les manipule moins. Hein. Donc sur les poulains de transfert d'embryon, il y a un travail à faire qui est impératif, c'est de beaucoup plus les manipuler que sur un poulain dont la mère va être saillie. Hein. Donc il y a un travail à faire sur ces poulains. Ce qui veut dire que l'influence de la mère est importante, l'environnement, tout ce qui se passe autour de la mère, son caractère à elle, ses capacités à bien élever un poulain avec une bonne lactation, mais aussi l'environnement de l'homme, ce qu'on fait de la jument et du poulain, la manipulation, tout ça, c'est des éléments qui ont une influence importante sur l'avenir du cheval. D'accord. Bon, je vais prendre une dernière question de Clem finalement, parce que c'est vrai qu'elle parle, on n'en a pas parlé du tout. Cette crise actuelle, est-ce que ça va avoir un impact sur le marché de l'élevage et plus généralement du commerce de chevaux? Alors, je pense que ça va avoir un impact négatif, ça c'est très clair. Je veux pas être pessimiste. J'aimerais que tout se passe bien. On a vécu une crise il n'y a pas si longtemps, après la crise économique de 2008. On a vécu des années très difficiles entre 2009 et 2015 à peu près, où en France, le nombre de juments a chuté de plus de 40%. Et pas seulement en France, dans le monde entier. En Hollande, en Suède, en 2009, dès la première année, 50% de chute des naissances. Le haras royal de Fluinge a fermé ses portes. Hein, moi, j'ai fermé mon centre d'insémination en 2014 parce qu'au lieu de voir 200 juments passer chaque année, on n'en voyait plus que 40. Donc, ça ne justifiait plus de payer un inséminateur, un étalonnier. Et à ce moment-là, j'ai dispatché mes étalons un peu partout. Donc, je pense que cette crise-là va avoir aussi un impact. Ça va avoir un double impact. Le fait que d'abord, beaucoup d'entreprises
liées au cheval vont avoir des difficultés économiques parce que ceux qui n'ont pas de réserve vont avoir du mal à tenir le choc. Et puis, tous nos clients. Nos clients vont avoir aussi, en fonction des professions qu'ils font, des problèmes économiques. Donc, est-ce que ça va être une priorité pour eux de faire saillir une jument cette année, d'acheter éventuellement un cheval en fin d'année, d'acheter un poulain, etc. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse. J'espère que ça n'aura pas un impact négatif, mais j'en suis pas convaincu. Hein. Moi, je le vois bien. Certains étalonnistes que tout va bien. Je veux bien, mais enfin, moi, je vais être plus honnête que ça. En temps normal, à cette époque-ci de l'année, je vends 3-4 saillies par jour. En ce moment, j'en vends 2 par semaine. Donc, c'est évident qu'il y a une incidence parce que vous avez des régions entières où c'est compliqué d'aller faire saillir sa jument, où on ne peut pas envoyer de doses. Tout l'Est de la France est bloqué en ce moment. On ne peut pas envoyer de containers dans la plupart des départements de l'Est de la France. Et c'est une grosse région d'élevage. Donc, tous ceux qui avaient pris leurs précautions pendant les salons des talons, avant le confinement, ceux-là ont déjà les doses chez eux, ils peuvent se déplacer. Mais ceux qui veulent aujourd'hui prendre une saillie dans ces régions-là, c'est compliqué de leur envoyer la semence. Donc, et puis, je pense qu'aussi 80% de notre clientèle sont des particuliers, des gens qui ont une seule jument. Alors, soit ils lui font faire 2-3 poulains dans sa vie, pas un poulain systématiquement tous les ans, ça peut être une année sur 2. Je vois la clientèle que j'ai à la maison, ils ne font pas saillir tous les ans. Parce que c'est vrai qu'après, ça fait une série de poulains et on attend de voir comment on va produire la jument, on attend de voir de vendre les premiers, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dans notre clientèle qui vont faire un poulain à leur jument dans sa vie. Et ces gens-là vont se dire, c'est pas une priorité de faire saillir notre jument en 2020. Ça peut attendre 2021, voire 2022. Hein. Le problème, c'est que je ne sais pas combien ils sont, mais s'ils sont plusieurs milliers à penser de la même façon, on va avoir des soucis économiques en tant qu'étalonnier. Hein. Et puis après, moins de chevaux sur le marché. Enfin, après, ça a une Alors après, il y a des gens qui pensent que le cheval de haut niveau se vendra toujours, effectivement. Je ne sais pas si la crise actuelle a un très gros impact sur les gens très fortunés, vraisemblablement, mais ils s'en remettront peut-être mieux que ceux qui ont moins d'argent, ou en tout cas plus vite, parce que la bourse, le principe, c'est un peu le yo-yo, et on perd une année, mais on gagne beaucoup l'année suivante, ou vice-versa. Donc, est-ce que ces gens-là, est-ce que ça va avoir un impact sur leurs achats de chevaux de concours? Ça, je suis pas convaincu. Je pense que ces gens-là sont un peu dans une bulle et également une bulle économique. Donc, je pense qu'ils auront toujours les moyens d'acheter des chevaux très chers, mais c'est pas vous et moi qui vendons ces chevaux-là. De toute façon, même si on a la chance un jour d'avoir un cheval qui intéresse cette clientèle-là, on est obligé de passer par des intermédiaires. On peut jamais les vendre en direct. Hein. Donc, c'est pas forcément nous qui faisons la plus grosse plus-value. Donc, je suis pas sûr que même si ce commerce-là de haut niveau se maintient à un haut niveau, je ne suis pas convaincu que les intermédiaires n'en profitent pas pour faire baisser le prix des chevaux. Donc, je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste, donc j'aimerais bien que vous me posiez une question plus joyeuse. Bon, je vais fouiller. Bon, beaucoup de personnes qui vous remercient pour le live. Ah oui, question de Louise qui peut être intéressante aussi. L'alimentation pour elle, effectivement, est important pour le poulain, tant pour le poulain que la poulinière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et justement ce que vous pensez de l'importance de l'alimentation et quelles pratiques vous adoptez-vous? Alors, c'est un élément très important. J'ai revu ma politique à plusieurs reprises de la façon de nourrir mes chevaux. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais peu de chevaux. Donc, je m'en occupais moi-même. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'en occupe à ma place. Et j'avais tendance un peu à jouer les apprentis sorciers. Et j'aimais beaucoup ce que font beaucoup d'éleveurs débutants. Une petite pincée de ceci, une petite pincée de cela. Et puis, je t'en remets une cuillère. Puis, celui-là, je l'aime bien. Il en a deux. Et celui-là, je l'aime moins bien. C'est une pétasse. Je lui en mettrai qu'une demi-cuillère, etc. Bon, ça, c'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire, hein, évidemment. À une époque, j'étais un maniaque des tourteaux de soja, par exemple, mais j'avais des juments qui avaient les muqueuses jaunes tellement j'en donnais. Bon, tout ça, c'est des erreurs de débutants. Hein. On a tendance aussi à trop gaver les poulains. On sait aujourd'hui, on a du recul, on sait qu'un foal qui est trop nourri a beaucoup de risques de faire de l'ostéochondrose disséquante. Donc, ça veut dire des problèmes articulaires. Donc, depuis quelques années, j'ai travaillé avec une start-up de diététicien animal qui était encore en relation avec l'université de Dijon. Ils sont venus à la maison
on a pesé tous les poulains d'1 an et de 2 ans. On les a toisés et pesés et on a fait les courbes de croissance. Et on s'est rendu compte que ces chevaux-là avaient des pics de croissance qui étaient trop importants. Je suis dans une région très privilégiée au niveau du sol. On a la région dite du Merlereau, c'est un terroir ancestral au XVIIIe siècle. Si le rat du pin s'est installé dans notre région, si le Louis XIV a choisi cette région, c'est parce que l'herbe y est d'une qualité exceptionnelle. On appelle ça le bluegrass français, l'équivalent du Kentucky. C'est une région privilégiée. C'est une région froide, les hivers sont froids. Normalement, jusqu'à cette année, les hivers étaient froids. On a une pousse d'herbe tardive, on a rarement une pousse d'herbe avant mi-mai, une fois que les seins de glace sont passés. Hein, contrairement à d'autres régions qui sont beaucoup plus précoces, comme la Manche par exemple, qui ont un climat lié à la mer qui fait que les hivers sont moins durs et plus précoces. Mais on a une qualité d'herbe importante. Donc on fait des analyses de sol, on fait des analyses de foin, ça c'est très important. Alors évidemment, si vous achetez votre foin chez un commerçant, le temps que vous ayez les résultats d'analyse, les chevaux ont consommé le foin, donc ça ne vous donne pas beaucoup d'importance. Mais quand vous produisez votre foin, c'est très important de faire des analyses de foin, savoir si votre foin est de qualité ou pas. C'est la base de l'alimentation, le foin. On revient en fait aux rations du professeur Voltaire d'il y a 45 ans. À l'époque, on disait, le professeur Voltaire, quand on nourrit les chevaux avec ses rations, les chevaux sont maigres. Eh bien oui, les chevaux doivent être un petit peu en dessous de l'état. Il ne faut pas qu'ils soient maigres, évidemment. Il ne faut pas qu'ils soient gras, surtout. Les chevaux hauts d'état, comme on dit, c'est un inconvénient, c'est grave pour la croissance des chevaux, et c'est grave pour la fertilité des juments. Donc, on n'a pas intérêt à avoir des chevaux trop gras. Alors, l'été, quand vous avez des chevaux à l'herbe et que vous avez une herbe très riche, ben, vous avez des chevaux gras. Bon, et ça dure 3 mois dans l'année. Et le reste de l'année, il faut faire attention à ce qu'on donne. Donc, moi, je travaille sur une base d'un floconné et du foin de qualité. On donne beaucoup de foin. On nourrit vraiment, on revient un peu. C'est pas l'aliment traditionnel grain plus foin, parce que je pense que l'avoine, c'est pas un aliment d'élevage. Il vaut mieux donner de l'orge que donner de l'avoine ou un mélange orge-avoine. Donc moi, j'utilise un mélange orge, avoine, maïs aplati, mais avec une base de granulés, avec des granulés, parce que dans les granulés, vous avez aussi les compléments minéraux, les oligo-éléments, etc. Tout ce dont le cheval a besoin pour sa croissance. Mais il faut éviter de gaver les chevaux pour avoir des chevaux trop hauts d'état. On a l'impression qu'on les aime en les nourrissant trop, mais c'est pas une bonne chose. Et moi, j'élève j'ai de la chance d'avoir une grande surface. On a plus de 110 hectares, uniquement que des herbages, avec des parcelles très grandes. On a quelques parcelles qui font plus de 25-30 hectares. Et c'est très amusant à regarder parce que quand vous élevez des chevaux dans des paddocks, des chevaux d'1 hectare domestiques, quand vous les mettez dans une parcelle qui fait 20 ou 30 hectares, vous revoyez l'instinct grégaire du cheval. Moi, j'adore, par exemple, l'été, je mets toutes mes pouliches et mes juments non suités dans le même herbage, un grand herbage qui fait 30 hectares. Donc, vous y allez à 6 heures du matin, les juments sont en train de manger par groupe dans l'herbage. Et puis, si vous y allez à 8 heures, elles se mettent sous les arbres, tête bêche, et elles chassent les mouches. Il fait chaud, elles chassent les mouches et elles y restent toute la journée. Et puis, si vous y allez à 7 heures du soir, elles sont encore là en train de se chasser les mouches, se bagarrer sous les arbres. Et puis, à 8h, 8h30, 9h moins le quart, quand le soleil commence à décliner, vous en avez une qui donne le signal de départ et elles partent à la file indienne jusqu'au point d'eau. Et là, elles boivent, elles se bagarrent, les dominantes empêchent les autres de boire. Le petit cinéma dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand tout le monde s'est abreuvé, elles repartent pour la nuit dans l'herbage par affinité. Les retraités d'un côté, les pouliches de 2 ans d'un autre côté, etc., par groupe. Et elles broutent toute la nuit. Et ça, c'est l'instinct grégaire du cheval. Dans la journée, il n'y a pas de risque d'ennemis, donc les juments dorment. Et dans la journée, elles mangent, elles sont sur le qui-vive parce qu'un ennemi potentiel pourrait surgir. Et ça, c'est l'instinct grégaire. Et ça, c'est formidable quand vous avez de la surface parce que vous revoyez les chevaux qui ont cet instinct grégaire. Merci Bernard, merci beaucoup. C'était très, très enrichissant. Vous faites unanimité dans tous les commentaires. Tout le monde vous remercie. Vous exposez le record de durée de nos lives d'ailleurs, qui sera disponible pendant 24 heures et puis on va l'enregistrer pour le rendre disponible éternellement. On va pouvoir faire un rendez-vous régulier alors. On peut, avec plaisir. Beaucoup de Écoutez, merci à tous et puis à très bientôt.